J'ai exercé dans plusieurs postes en juridiction. J'ai été juge d'instance dans l'Aisne, puis en région parisienne. J'ai également été juge d'instruction à Paris. J'ai ensuite été présidente du tribunal de grande instance de Senlis, dans l'Oise. J'ai également exercé en administration centrale. J'ai notamment été chef du bureau du droit des personnes et de la famille, donc au sein de la direction des affaires civiles et du Sceau, qui est une direction qui prépare les textes législatifs civils. J'ai également été sous-directrice des ressources humaines de la magistrature à la direction des services judiciaires. Et puis là, j'arrive d'un poste de directrice adjointe des affaires civiles et du Sceau. Les fonctions de magistrat sont des belles fonctions. Elles reposent évidemment sur la volonté de s'engager au sein du service public, également sur la foi dans la nature humaine et dans l'apport de la justice pour apporter un apaisement dans les relations sociales, que ce soit évidemment dans le volet pénal et dans la prévention ou la réparation quand des crimes ou des délits ont été commis, mais évidemment également dans la société civile. C'est-à-dire c'est l'aide que va apporter la justice aux plus démunis et la sérénité que va apporter une décision de justice qui va venir apaiser des relations entre deux personnes qui ont des relations extrêmement tendues. C'est des fonctions qui sont passionnantes et qui permettent des carrières extrêmement variées, parce qu'en réalité, quand on est juge en tribunal correctionnel, c'est pas du tout la même chose que quand on est juge des enfants, ni quand on est juge de l'application des peines et qu'on suit des gens qui ont été condamnés. Ce qui fait qu'au cours d'une même carrière, on peut avoir des changements de fonctions qui font qu'à chaque fois, on redécouvre quelque chose de tout à fait nouveau, ce qui est très stimulant, qui évite toute lassitude dans sa vie professionnelle. Même si on n'est pas très mobile et qu'on ne peut pas partir très loin, il est possible pour nous, en fait, de complètement changer son activité professionnelle grâce à nos changements de fonction. Et ça, c'est une vraie richesse à l'heure où on a une période de vie professionnelle qui est très longue et qui s'allonge encore. Je pense que pour des gens qui en sont à réfléchir à un métier pour leur vie future, c'est intéressant de penser que des métiers comme celui-ci permettent en réalité, grâce aux nombreuses fonctions, d'avoir des exercices professionnels très diversifiés et de ne pas avoir l'impression de faire la même chose toute sa vie et de ne jamais s'ennuyer, de ne jamais se dire qu'on est sur des espèces de rails qui font qu'on sait exactement aujourd'hui ce qu'on fera dans 30 ans, ce qui peut quand même être un peu désespérant. Dans une juridiction de la taille de Rouen, le président du tribunal de grande instance, il est d'abord juge. Il a des contentieux qui lui sont réservés, qui sont les contentieux de l'urgence. Normalement, c'est le président de la juridiction qui est en charge des référés. C'est important d'avoir cette activité juridictionnelle, puisque le président, c'est d'abord un juge parmi ses pairs. Et évidemment, quand on est sur une juridiction de la taille de Paris, c'est moins vrai. Et le président a très peu de temps à consacrer à l'activité juridictionnelle. En pratique, plus le tribunal est grand et moins il y a d'activité juridictionnelle. Mais quand même, le président, c'est bien un juge parmi ses pairs. Donc il a une activité de juge. L'autre volet qui est important, évidemment, c'est l'animation et l'organisation de la juridiction. C'est-à-dire que le président est responsable de la juridiction, de son organisation, de la répartition des audiences, et la juridiction a ce fonctionnement particulier d'avoir à sa tête deux chefs de juridiction que sont le président et le procureur pour le parquet. Donc nous sommes deux à co-organiser la juridiction, sachant évidemment que le président est seul compétent pour tout ce qui est l'organisation en matière civile, puisque le parquet n'intervient quasiment que pour les affaires pénales. Donc il y a ce deuxième volet qui est l'organisation et l'animation de la juridiction, et un troisième volet qui concerne évidemment la représentation de la juridiction, avec des échanges avec le barreau. Les avocats sont nos partenaires quotidiens. Donc les échanges réguliers avec le barreau, les échanges avec les huissiers de justice,
et puis avec l'ensemble des partenaires extérieurs, que ce soit des échanges réguliers ou des échanges plus ponctuels, comme celui d'aujourd'hui, ou bien des contacts dans le cadre, par exemple, des conseils de juridiction et de la préparation de ceux-ci, avec des élus pour expliquer certaines réformes, la mise en œuvre de certaines évolutions en matière judiciaire. Donc ce rôle d'ouverture de la juridiction sur l'extérieur, il est important. Évidemment, on va avoir des contacts aussi avec l'université, par exemple. C'est un rôle important parce que la justice a vraiment besoin de s'ouvrir pour être mieux connue. On connaît le déficit d'image, ça je ne sais pas si ce n'est pas au fond consubstantiel à l'œuvre de justice. Par hypothèse, quand on rend une décision, on fait au moins un mécontent, parfois deux. Mais en tout cas, il faut que la justice soit mieux connue et ça fait partie des rôles du président que de faire en sorte que la juridiction soit mieux connue. La juridiction, c'est donc des magistrats qu'on dit du siège, qui sont les juges, ce que je suis moi, les magistrats dits du parquet, qui sont donc les magistrats de l'équipe du procureur de la République qui représente la société, et puis surtout, c'est pour une juridiction comme Rouen, avec le tribunal d'instance, un peu plus de 150 fonctionnaires qui sont donc les greffiers, qui ont un rôle vraiment essentiel dans le fonctionnement de la justice et de la juridiction, puisqu'ils sont présents aux audiences, c'est eux qui authentifient la procédure et qui, par exemple, par les notes d'audience, produiront le document qui fera foi sur ce qui s'est dit ou ce qui ne s'est pas dit à l'audience. Donc ils ont aussi en charge la préparation de l'audience, la mise en forme des décisions. Donc on a là un nombre très important de fonctionnaires et tout à fait essentiel parce qu'un juge tout seul ne peut rien faire. Un juge d'instruction par exemple, contrairement à ce qu'on voit dans des séries télévision, ne peut pas faire un interrogatoire sans la présence de son greffier. Donc sans greffier, pas d'activité juridictionnelle. Alors, un tribunal de grande instance, je vous le disais, il a une partie qui concerne le civil et une partie qui concerne le pénal. Alors, la partie qui concerne le civil, pour la plus grande partie, en fait, c'est les affaires familiales. Et puis, il y a toutes les activités du civil, comme par exemple un litige en matière de construction. J'ai fait construire une maison, il y a des malfaçons, je vais aller devant le tribunal pour obtenir le règlement de mon litige. Ça, c'est le volet civil. Il y a aussi un volet pénal qui est très important, qui est celui des audiences correctionnelles, bien sûr, que tout le monde connaît, mais il y a aussi le travail du juge d'instruction, le travail du juge de l'application des peines, qui va vérifier comment la peine s'applique et qui va suivre un condamné, par exemple, dans le cadre qui va être condamné à faire un travail d'intérêt général, par exemple, ou un sursis avec mise à l'épreuve. Il sera suivi par un juge d'application des peines. On a aussi, ça c'est des fonctions qui sont très connues, les fonctions de juge des enfants au sein du tribunal de grande instance, les juges des enfants qui s'occupent à la fois des mineurs qui sont en danger et des mineurs qui ont pu commettre des infractions. On a des juges des libertés et de la détention, puisque c'est eux qui statuent sur la détention provisoire des personnes qui sont mises en examen et qui sont incarcérées. Et puis, les juges des libertés de la détention sont aussi sollicités quand des personnes sont hospitalisées en soins psychiatriques sans qu'ils consentent à ces soins. Et, ils sont évidemment privés de liberté sans qu'ils en soient d'accord, et donc il y a le contrôle d'un juge, par exemple. Et puis, le juge des libertés de la détention est également compétent pour la rétention des étrangers, qui doit passer un certain délai, être autorisé judiciairement. Donc on a à la fois le volet civil de l'activité, le volet pénal. Le volet pénal est beaucoup plus connu, et le volet civil en volume est le volet le plus important de l'activité juridictionnelle. Alors en fait le tribunal de grande instance est divisé en les chambres en fait correspondent à des services en quelque sorte qui correspondent à un type de contentieux donné. Par exemple, on va avoir une chambre qui va s'occuper des affaires familiales, une chambre qui va s'occuper du droit de la construction, une chambre qui va s'occuper de l'exécution des décisions. Quand il y a une difficulté pour l'exécution d'une décision, on peut saisir un juge de l'exécution.
Et puis il y a les chambres correctionnelles, qui sont celles que j'évoquais tout à l'heure pour le tribunal correctionnel, avec le jugement des affaires délictuelles. Le nombre de chambres en fait dépend de la taille de la juridiction, mais c'est une répartition par service avec des contentieux spécifiques. Si la juridiction est très grande, pour les affaires familiales par exemple, on peut avoir plusieurs chambres. Et quand une juridiction est petite, on peut avoir, pour les affaires civiles, une seule chambre avec plusieurs contentieux de nature différente. En fait, c'est un regroupement par service. Alors, le rôle de chacun, le rôle des magistrats du siège, donc les juges, c'est de juger. Alors, il y a les juges qu'on connaît bien, qui sont ceux qui interviennent dans les affaires civiles ou dans les affaires correctionnelles, qui siègent à la tête du tribunal. Il y a également des juges qui interviennent dans des audiences de cabinet, comme par exemple un juge aux affaires familiales dans une affaire en dehors du divorce, c'est des audiences qui se tiennent en cabinet, ou comme les juges des enfants, les juges de la liberté de la détention, les juges d'instruction. Et puis on a également dans le tribunal le parquet, qui regroupe donc les magistrats qui ne sont pas des juges, qui dépendent du procureur et qui représentent la société. Alors dans le procès correctionnel par exemple, c'est eux qui vont demander la peine. Avant le procès, c'est le procureur qui décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre, et quand il poursuit, c'est lui qui va décider d'ouvrir une information chez le juge d'instruction, ou c'est lui qui va décider, par exemple, de choisir une audience correctionnelle, ou bien de proposer, si la personne a reconnu les faits, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ça, c'est de la compétence du parquet. Et donc, de la même manière, c'est lui qui demande la peine au moment du procès. Et donc le rôle de chacun, comme je vous le disais, la troisième catégorie de personnel dans la juridiction, c'est les fonctionnaires qui ont ce rôle essentiel d'authentifier les décisions et de préparer les audiences et de mettre en forme après les décisions. Le tribunal d'instance, il est en charge d'une partie du contentieux civil. Dans ce contentieux civil, il y a tout un contentieux qui concerne les litiges du quotidien, comme par exemple, j'ai un litige avec mon voisin parce qu'il n'a pas taillé sa haie et ça déborde sur mon jardin, par exemple, c'est de la compétence du juge d'instance. Il a aussi les litiges du quotidien qui concernent par exemple le droit de la consommation ou des difficultés entre un locataire et son propriétaire. Ça, c'est le tribunal d'instance. Devant le tribunal d'instance, il n'y a pas d'avocat obligatoire, c'est-à-dire que les personnes peuvent venir devant le tribunal, s'exprimer elles-mêmes et présenter leur demande. En défense, la personne vient, présente ses arguments et le juge statue. L'autre particularité du tribunal d'instance, c'est que pour tous les contentieux de moins de 4 000 €, en règle générale, le tribunal d'instance est compétent pour les contentieux de moins de 10 000 €, mais pour tout ce qui concerne les contentieux de moins de 4 000 €, en général, on est obligé d'essayer de faire une démarche amiable pour essayer de trouver une solution sans saisir la justice. Dans ces démarches amiables, il y a évidemment une intervention qui est essentielle, c'est celle des conciliateurs de justice, qui peuvent intervenir gratuitement et que tout à chacun peut aller voir pour essayer de trouver une solution. Je prenais l'exemple de la haie, par exemple, qui n'est pas taillée. Ça fait partie de ces litiges entre voisins qui peuvent souvent mieux se résoudre par une démarche amiable que par une décision judiciaire. C'est-à-dire que la décision judiciaire va résoudre le problème de la haie pour ce jour-là, pas forcément le problème des relations entre voisins sur le long terme, contrairement à la conciliation. Le tribunal d'instance, il est également compétent pour les affaires de surendettement et surtout, ça c'est un volume très important pour les personnes protégées, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin d'une mesure d'aide ou d'assistance.
Par exemple, une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui ne peut pas toute seule prendre les décisions qui la concernent parce qu'elle a une déficience mentale, elle aura besoin de quelqu'un qui va la représenter. Si par exemple il faut vendre sa maison pour pouvoir payer une maison de retraite, il va falloir que quelqu'un autorise la vente de la maison et quelqu'un la représente chez le notaire pour la vente de cette maison. Ça, c'est ce qu'on appelle les mesures de protection. Et ça, c'est de la compétence du tribunal d'instance. Le tribunal de grande instance, à l'inverse, pour la plupart des affaires, on est représenté par un avocat. Et du coup, on a une procédure qui est organisée en fonction de la présence des avocats. C'est-à-dire que les avocats, pendant ce qu'on appelle la mise en état, échangent leurs arguments, échangent les pièces. On a une procédure contradictoire dite écrite, alors que devant le tribunal d'instance, c'est une procédure orale, puisque les gens viennent et exposent eux-mêmes leur situation. La procédure de droit commun, ça veut dire que le tribunal de grande instance est compétent lorsqu'il n'y a pas une juridiction spécialisée qui est désignée. Par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une limite au contentieux à moins de 10 000 € pour l'instance et plus de 10 000 € pour la grande instance. Mais pour les relations entre un propriétaire et un locataire, là, on a une juridiction qui est spécialement désignée, c'est le tribunal d'instance. Quel que soit le contentieux, on a cette juridiction spéciale qui va intervenir pour ce contentieux, quel que soit le montant de la somme demandée. La juridiction de droit commun, en fait, elle va être saisie dès lors qu'il n'y a pas une juridiction spéciale qui est désignée par le texte de loi ou pour la procédure civile par le décret. Ça se définit par en fait, la qualification qui est donnée par le code pénal et par la peine qui est encourue. Le fait qu'on soit dans une affaire criminelle, les délais de prescription ne seront pas les mêmes. Si on est dans une affaire criminelle, on sera jugé par la cour d'assises. L'affaire sera forcément instruite par un juge d'instruction. En revanche, si c'est un délit, l'enquête pourra être menée sous le contrôle du procureur sans que le juge d'instruction intervienne, et on sera jugé par un tribunal correctionnel qui est un tribunal qui se réunit au sein du tribunal de grande instance, la cour d'assises étant une émanation de la cour d'appel. Donc les affaires criminelles sont les plus graves, ensuite on a les affaires délictuelles, et puis pour les affaires les moins graves, on a les contraventions. Le déroulement d'une affaire en matière civile devant le tribunal de grande instance, je vous le disais, c'est avec obligatoirement la présence d'un avocat. Alors, dans un premier temps, la juridiction est saisie puisque l'avocat va rédiger une assignation qui va faire délivrer par un huissier de justice. Et les deux parties, donc, qui auront chacune un avocat, vont échanger, par l'intermédiaire de leurs avocats bien sûr. Échanger, ça veut dire que chacune des parties va faire valoir ses arguments auprès de la partie adverse, va présenter ses pièces. Tout ce temps-là, c'est un temps qu'on appelle le temps de la mise en état. Le principe, c'est le principe du contradictoire, ce qui signifie que, par exemple, on n'a pas le droit de sortir un argument de son chapeau au moment de l'audience devant le juge. Il faut que tout ait été débattu. C'est évidemment une condition essentielle pour l'exercice des droits de la défense, c'est-à-dire qu'il faut que tous les arguments soient connus de la partie adverse. Il n'y a pas des choses qu'on peut garder, dissimuler pour ne les dire qu'au juge. Donc tout ce temps de la mise en état, il est très important, il peut être très long, ça peut être un temps pendant lequel les avocats échangent des conclusions, puisque les récapitulatifs s'appellent des conclusions, quelquefois à 4 ou 5 reprises, chacun voulant répondre aux arguments de l'autre. Donc tout ça, c'est un temps qui fait partie du temps judiciaire. On dit quelquefois que la justice est longue, et il y a ce temps qui est ce temps de la mise en état, qui est un temps en fait qui échappe au juge puisque c'est les échanges entre avocats, mais qui est un temps essentiel parce que ça permet aussi aux avocats et à leurs clients surtout de voir quels sont les points sur lesquels finalement ils sont d'accord, quels sont les points de désaccord, de façon à ce que, in fine, le litige soit vraiment réduit au vrai point de désaccord qu'on souhaite faire trancher par le juge, et qu'on ait un peu élagué tout ce qui ne pose pas de difficulté.
Donc ce temps-là est essentiel et encore une fois, il peut être très long selon la nature du contentieux. Par exemple, si j'ai un contentieux en droit de la construction, parce que je ne suis pas contente de la maison qui m'a été livrée, je vais par exemple assigner l'architecte, et puis l'architecte, lui, va assigner l'entreprise à qui il a confié l'ensemble du chantier, et puis la même entreprise, elle, va assigner l'entreprise qui est intervenue pour poser le parquet. Et donc tout ça, c'est du temps. C'est du temps qui est indispensable, puisque in fine, peut-être que le problème, il vient bien de la mise en œuvre du parquet ou du choix du matériau, ou que sais-je. Ce temps-là, il peut être long, mais il est indispensable, parce que si on n'a pas fait le tour de toutes les questions, à la fois juridiques et de fait, qui se posent dans cette affaire, on ne peut pas arriver à une décision satisfaisante. Donc sur des contentieux, en particulier la construction, c'est vrai que le temps de la mise en état est long, mais encore une fois, c'est indispensable à la qualité de la décision. Et une fois que les avocats ont échangé leurs conclusions, l'affaire, à ce moment-là, est plaidée devant le juge, c'est-à-dire que le juge rend une ordonnance de clôture en disant bon, « très bien, on met un terme aux échanges maintenant et je rends la décision ». Donc il y a une audience de plaidoirie des avocats et ensuite la décision est rendue par le juge. Selon la nature et le type d'affaire, ce sera devant une formation collégiale ou devant un juge qui sera tout seul. Ça, c'est l'organisation générale de l'audience en matière civile. Comme je vous le disais, quand on est devant le tribunal d'instance, là il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas tout ce temps d'échange, on vient devant le juge et on évoque son affaire et en règle générale, l'affaire peut être retenue immédiatement et il est très fréquent que l'affaire soit jugée assez rapidement après la première audience. Les jugements sont, sauf les jugements pour les contentieux de moins de 5 000 €, sinon tous les jugements sont susceptibles d'appel. Donc quand on est en désaccord avec la décision du juge, on fait appel et l'affaire est rejugée par la cour d'appel. Et après, si on considère qu'il y a une erreur dans l'application de la loi, on peut saisir la cour de cassation pour une cassation et puis commencer. Alors le procès pénal devant le tribunal correctionnel, la personne qui est prévenue d'un délit, c'est-à-dire la personne à laquelle on reproche un délit est convoquée devant le tribunal. S'il y a une victime, elle est convoquée aussi. Le tribunal correctionnel va, à connaissance du dossier qu'il a travaillé avant, il va instruire à l'audience l'affaire, c'est-à-dire qu'il va rappeler les faits, il va poser des questions à la victime, des questions à l'auteur. Tout ça, c'est le temps d'instruction. Ensuite, quand il a posé ces questions, il donne également la parole aux avocats de la victime, s'il y en a une, de l'auteur, et puis au procureur de la République. Donc tout ça, c'est le temps de questions. Quand cette instruction de l'affaire, ce temps d'audience est terminé, ensuite l'avocat de la partie civile, s'il y en a un, présente ses conclusions et le cas échéant demande des dommages-intérêts. Ensuite, c'est le procureur qui a la parole et qui donc requiert, c'est-à-dire qu'il demande la peine, il récapitule les faits, il en donne son analyse juridique et il fait... j'ai oublié de préciser que évidemment dans le temps d'audience, il y a tout un temps d'analyse des faits et puis il y a un temps d'analyse de la personnalité du prévenu. Donc le procureur, au regard à la fois de la personnalité du prévenu et des faits qui sont reprochés, de leur qualification juridique, au regard aussi du passé judiciaire du prévenu et des condamnations antérieures, va proposer une peine à la juridiction dans ses réquisitions. Ensuite, la parole est donnée à l'avocat du prévenu et au prévenu qui a la parole en dernier. Et ensuite, le tribunal délibère et rend la décision. Soit le jour même, soit met en délibéré à quelque temps après. Tout dépend des affaires. Sur des affaires comme la comparution immédiate, la décision est rendue le jour même. Sur des affaires qui sont plus complexes et qui vont nécessiter un délibéré plus long, la décision peut être rendue un mois après. Et là également, on peut contester et faire appel.
La caractéristique du tribunal de grande instance de Rouen, c'est d'abord d'être implanté dans un bâtiment historique assez magnifique et incroyable, ce qui lui donne quelques contraintes dans l'organisation quotidienne et dans l'organisation de l'activité juridictionnelle, parce que ce bâtiment magnifique, évidemment, n'est pas tout à fait adapté à l'organisation notamment toute l'activité pénale, de la sécurisation nécessaire des locaux. Donc ça, c'est une contrainte et une particularité forte. C'est aussi évidemment extrêmement agréable d'être dans ce palais au cœur de la ville, mais ça fait partie des contraintes particulières de cette juridiction. Une autre particularité de la juridiction de Rouen, c'est qu'on a des personnels qui sont très attachés à la juridiction et qui restent en poste très longtemps dans cette juridiction. Ça vaut tant pour les fonctionnaires que pour les magistrats. Et on n'a pas du tout le phénomène de turnover très fréquent qu'on connaît dans certaines juridictions qui sont moins attractives. Donc la juridiction de Rouen est une juridiction très attractive. Sur les particularités que j'évoquais tout à l'heure et l'aspect bâtimentaire qui rend l'exercice un peu complexe, on a aussi, du fait du manque d'espace ici, plusieurs sites. Donc, ce qui fait qu'on a le tribunal de grande instance ici, le tribunal d'instance ailleurs. En face du tribunal de grande instance, on a une annexe. Ailleurs, on a le tribunal le conseil des prud'hommes, pardon, et puis le tribunal qui s'occupe des affaires sociales, qui est encore dans un autre endroit. Donc, ce qui rend l'exercice un peu compliqué parfois. Alors, en fait, à partir du 1er janvier, il n'y aura plus qu'un tribunal judiciaire, c'est-à-dire qu'on n'aura plus les deux entités qu'on connaît aujourd'hui, et qu'il n'y aura plus donc le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. En réalité, ça va être une grande simplification pour les justiciables, puisqu'ils n'auront plus à se demander si leur litige est de la compétence du tribunal de grande instance ou de la compétence du tribunal d'instance. Il n'y aura plus, par exemple, de problème d'incompétence entre un tribunal et l'autre, puisqu'il n'y aura plus que le tribunal judiciaire et le justiciable s'adressera au tribunal judiciaire. Après, ce sera à nous, si une affaire est mal orientée, de la réorienter. Donc c'est plutôt une simplification pour les justiciables. Un certain nombre de contentieux qui étaient les contentieux de l'instance demeurent des contentieux spécifiques qui s'appelleront demain les contentieux de la protection. Et on aura des juges du contentieux de la protection. Et donc on garde dans ces fonctions spécialisées de juges qui avaient ces fonctions spécialisées hier et qui les gardent demain, le contentieux des tutelles, le contentieux des baux, c'est-à-dire des relations entre les propriétaires et les locataires, et puis le droit de la consommation et le surendettement. Donc ça, c'était un contentieux spécialisé, avec des juges spécialisés qui avaient cette à la fois appétence et compétence particulière dans ces matières, et ça demeure, ça change de nom, mais ça demeure. Mais en tout cas, au sein de la juridiction, même si on a ces magistrats spécialisés, il n'y aura plus de distinction à faire quand on est justiciable et plus de questions à se poser pour savoir devant quelle juridiction on doit agir. Donc c'est surtout une simplification pour les justiciables. Et puis les conséquences, en réalité, elles sont davantage pour les personnels, puisque évidemment les fonctionnaires qui étaient affectés spécifiquement au tribunal d'instance seront à partir de janvier affectés au tribunal judiciaire. Donc ils seront en capacité de changer de service au sein du tribunal judiciaire, par exemple, sans avoir besoin de demander leur mutation. Donc tout ça nécessitait un accompagnement, évidemment, sur le plan de la gestion des ressources humaines, de façon à ce que toutes les explications soient apportées, et puis essayer d'éviter des inquiétudes. En tout cas, ici à Rouen, avec le directeur de greffe, nous sommes bien d'accord sur le fait qu'il faut que les fonctionnaires restent sur le contentieux, qu'ils maîtrisent, qu'ils apprécient, et que ça n'a pas de sens de faire changer de service des fonctionnaires uniquement pour le plaisir. Il faut que les gens soient sur le contentieux qu'ils maîtrisent, et encore une fois qu'ils apprécient, que la qualité du travail soit la meilleure possible. Donc ça a été
surtout une anticipation nécessaire sur le plan, encore une fois, de la gestion des ressources humaines. Pour les justiciables, pas de changement majeur, sinon une simplification.